C'est déjà dans moins de 2 semaines. Dans moins de 2 semaines, les Français vont voter pour élire leurs députés, mais aussi indirectement choisir leur gouvernement et le Premier ministre qui va gouverner le pays, puisque vous le savez maintenant, eh bien, le gouvernement doit être issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Mais alors, après toutes ces discussions ces derniers jours, d'alliances, de fractures, de trahison ou encore de purges qu'on a pu entendre ces derniers jours, qui est réellement candidat et surtout, quels sont exactement les scénarios possibles? Que faut-il exactement pour se retrouver au gouvernement? Et la France peut-elle se retrouver bloquée? On va voir tout ça aujourd'hui de façon la plus précise possible. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà c'est officiel, après tout le bazar des discussions ces derniers jours, on connaît le nom de tous les candidats qui vont se présenter aux élections législatives, puisque le dépôt était ce week-end. Et ça me paraissait donc déjà important de faire un premier point là-dessus, pour savoir déjà tout simplement qui est candidat. D'abord, on retrouve principalement 3 blocs distincts pour ces élections. Il y a d'abord celui du Rassemblement national classé à l'extrême droite, il y a celui du Front populaire, donc cette alliance de partis de gauche avec la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste, mais aussi qui compte des partis plutôt situés à l'extrême gauche, comme par exemple le nouveau parti anticapitaliste. Et enfin, on a le camp de la majorité présidentielle, donc le camp de Renaissance. Mais il n'y a pas que ces blocs-là, on a aussi la question du parti Les Républicains, ainsi que la question du parti Reconquête, qui ne sont pas donc alliés au Rassemblement national. Le président de Reconquête, Éric Zemmour, a annoncé sur X avoir investi 330 candidats, je cite, afin d'être certain de ne pas nuire aux autres candidats de droite engagés dans cette campagne. Sous-entendu donc, il en aurait déclaré moins que prévu initialement. Il y a aussi quelques personnalités de gauche qui refusent d'être présentées sous la bannière du nouveau Front populaire. C'est le cas par exemple de l'actuel ou ex, maintenant du coup avec la dissolution, ex-député socialiste Jérôme Guedj, qui va se présenter en solo en quelque sorte dans sa circonscription, face notamment à un candidat du nouveau Front populaire. Et justement, qu'est-ce qu'on sait des différentes alliances? Alors on a parlé de l'alliance donc des partis de gauche, le nouveau Front populaire, on va pas revenir dessus, mais à droite et à l'extrême droite, il y a des petits changements. Éric Ciotti, qui est toujours officiellement président du parti Les Républicains, malgré son exclusion qui a été décidée par des membres du parti, mais suspendue ensuite au moins temporairement par la justice, a revendiqué, je cite, au moins 62 candidats Les Républicains soutenus par le Rassemblement national, même si officiellement en parallèle, les Républicains se présentent avec leur propre liste. Pour résumer donc, dans votre circonscription, donc dans le territoire où vous allez voter, vous allez peut-être vous retrouver face à un candidat Les Républicains, et dans certains cas, il sera allié au Rassemblement national, dans d'autres cas, il sera candidat en solo. En général, l'affiche devrait donner une indication sur ce positionnement du candidat près de chez vous. A noter au passage, on l'a appris aujourd'hui, que Éric Ciotti est visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Alors très précisément, il est soupçonné d'avoir mis à disposition de ses proches gratuitement 8 cartes de parking au port de Nice via la Chambre de commerce et de l'industrie. Alors suite à ces révélations, Éric Ciotti a réagi, il dénonce, je cite, une manipulation politique évidente au vu du contexte, estimant aussi, je cite, je ne me sens pas concerné par cette affaire, ma sérénité est totale. Alors à gauche, on peut quand même noter qu'il y a eu quelques tensions. Le député de la France insoumise, Adrien Quatennens, a renoncé à sa candidature dans le Nord, une candidature qui était contestée depuis plusieurs jours par plusieurs membres du nouveau Front populaire en raison de sa condamnation pour violence conjugale. Selon le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, cette décision, je cite, est à son honneur. Autrement, la France insoumise a refusé l'investiture et donc la candidature des députés ou ex-députés Alexis Corbière, Raquel Garrido et Daniel Simonet. C'est des figures vraiment historiques de ce parti. Une décision qualifiée d'irresponsable selon Alexis Corbière. Ses soutiens en fait et ses députés eux-mêmes dénoncent une forme de purge, alors que, eh bien, il faut savoir que ces 3 députés en question, c'est des députés qui s'opposaient assez ouvertement ces derniers jours à Jean-Luc Mélenchon sur sa façon en quelque sorte de diriger la France insoumise. Alors concernant le camp présidentiel, le Premier ministre Gabriel Attal a précisé que son camp ne présenterait pas de candidat dans une 60aine de circonscriptions, une 60aine donc où il n'y aura pas de candidat pour la majorité présidentielle sur un total de 577 circonscriptions, parce qu'il y a bien 577 députés. Alors pourquoi cette absence de 60 candidats? Eh bien selon lui, il y a d'autres candidats plus à même d'éviter une victoire du Rassemblement national dans certaines de ces circonscriptions. Et donc dans certaines de ces circonscriptions, le camp présidentiel
présidentielle va soutenir un candidat de gauche, de droite ou autre qui est présent ici. C'est le cas par exemple en Corrèze où l'ancien président François Hollande se présente avec le Front populaire. Alors on imagine mal la majorité présidentielle appelée à voter pour François Hollande dans cette circonscription, mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que donc il ne présente pas de candidat face à lui. Après évidemment il faut nuancer en quelque sorte tout ça, faut voir, mais c'était pas simplement de la stratégie politique, mais c'est pas des circonscriptions perdues d'avance en quelque sorte pour son camp en raison de l'électorat sur place, ou alors si jamais il y a même des discussions potentielles d'alliance post-élection législative. Alors dans le cas de François Hollande, c'est quasi impossible qu'il se retrouve à rejoindre le camp présidentiel alors qu'il se présente sous la bannière Nouveau Front populaire, mais pour d'autres candidats peut-être moins connus, à voir, mais ça peut être le cas. Mais alors, que pourrait-il se passer le soir du 7 juillet, à l'issue donc du second tour de cette présidentielle? On va faire donc tous les scénarios le plus efficacement possible. Le premier scénario, c'est le cas où un parti, ou alors une alliance de partis, obtient la majorité absolue, autrement dit donc plus de la moitié de façon stricte. Concrètement, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, donc il faut avoir au moins 289 députés pour avoir la majorité absolue. Alors si c'est le camp d'Emmanuel Macron qui a cette majorité absolue, ça paraît au passage extrêmement peu probable, mais tout de même on voit toutes les options, et bien à ce moment-là, le gouvernement resterait proche d'Emmanuel Macron. Ça peut être avec Gabriel Attal ou alors avec un autre Premier ministre, bref, ça resterait proche donc du président de la République. Évidemment, si c'est le nouveau Front populaire ou alors le Rassemblement national qui l'emporte, et bien à ce moment-là, le gouvernement sera issu du camp qui l'emporte et on entrera alors dans ce que l'on appelle une cohabitation avec un gouvernement d'un bord politique différent de celui du président. Marine Le Pen a déjà affirmé que Jordan Bardella serait le plus à même, selon elle, à occuper ce poste. Autrement dit, en cas de majorité absolue du Rassemblement national, eh bien Jordan Bardella se retrouverait a priori Premier ministre. Pour ce qui est maintenant du nouveau Front populaire, on ne sait pas qui pourrait être nommé Premier ministre. On connaîtra le nom après les élections législatives, si jamais donc le nouveau Front populaire obtient une majorité. Mais ce que l'on sait ou ce que l'on commence à discerner, c'est que un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre paraît assez peu probable aujourd'hui, tant il est rejeté par de nombreux cadres, y compris au sein de la France Insoumise. Et à l'inverse, d'autres personnalités, par exemple François Ruffin, mais pas que, paraissent faire davantage consensus au sein de cette alliance. Et au passage, une question que certains ont posée, est-ce que c'est possible que le président ne nomme pas un membre du parti qui a obtenu une majorité absolue à l'Assemblée nationale? En l'occurrence, en théorie, en quelque sorte, il pourrait le faire, sauf qu'en réalité, dans la foulée, eh bien, il y aurait ce que l'on appelle une motion de censure déposée par les députés de l'Assemblée nationale, et donc à ce moment-là, le gouvernement serait renvoyé. Autrement dit, donc, c'est quasiment certain, et d'ailleurs, on entend que le camp d'Emmanuel Macron fait campagne sur cette même idée, l'idée que eh bien, le vainqueur de ces élections législatives se retrouvera au gouvernement, a priori donc, il le fera. Bon, il y a autre question au passage que beaucoup de personnes se posent à juste titre, quel est finalement le rôle du gouvernement et du Premier ministre par rapport notamment au président de la République? C'est quand même une question importante. Au sein de la Ve République, le gouvernement, il gère principalement les affaires dites courantes, d'où d'ailleurs les programmes qui ont été dévoilés par les différents camps et les différents partis ces derniers jours. En général, donc, le gouvernement est à l'initiative sur énormément de sujets, et donc le président de son côté, il va garder surtout la diplomatie ou certains aspects de la diplomatie, ainsi qu'il reste chef des armées, ce qui est un élément assez important. Autre élément qu'on peut noter, le président, il dispose tout de même de quelques pouvoirs qui peuvent freiner ou contrebalancer, on va dire, l'action du gouvernement. Par exemple, il peut proposer un référendum sur des questions importantes et ainsi donc contourner le Parlement sur certaines thématiques qui rentrent dans ses dispositions. C'est quelque chose qui techniquement est donc possible, mais autrement, eh bien, le gros des mesures, elles passent par le gouvernement et ensuite donc un vote de l'Assemblée nationale. À noter au passage que ce ne sont pas les seuls partis qui sont candidats aux élections législatives, il y a d'autres candidats qui existent, qui ne font pas partie de ces partis, y compris à l'échelle locale. Là en fait, ceux qu'on vous présente, c'est ceux qui présentent des candidats quasiment partout, parce que sur notre sujet aujourd'hui, c'est ce qu'il faut voir. Et on reparlera évidemment des autres candidatures et des figures marquantes dans les prochains jours. Alors le deuxième scénario, c'est le cas où un parti d'opposition obtient une majorité relative, autrement dit, c'est la situation par exemple dans laquelle est le camp d'Emmanuel Macron actuellement. Ce sont eux qui comptaient au
passer maintenant avec la dissolution le plus de députés à l'Assemblée nationale, mais ils n'avaient pas de majorité absolue, ce qui fait qu'ils devaient voter et faire voter leur loi avec d'autres députés, et ce en tout cas s'ils ne voulaient pas utiliser le 49.3 qui permet donc de passer en force sur certaines thématiques et certains textes. Alors à ce moment-là, en cas de majorité relative, on va dire les choses comme elles sont, hein, on rentrerait dans une grande période de flou, avec en tout cas des discussions très cruciales dans les jours qui suivent. En effet, on l'a dit, le mouvement, l'alliance ou le parti qui remporte les élections législatives finit au gouvernement. S'il y a une majorité absolue, c'est sûr et certain, c'est ce qui arrive, mais s'il y a une majorité relative, là ça devient un petit peu compliqué. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement qui est nommé, il doit pouvoir compter sur la confiance de suffisamment de députés pour ne pas être complètement bloqué par l'Assemblée nationale. En effet, il y a un pouvoir important dont dispose l'Assemblée nationale et les députés, c'est ce que l'on appelle une motion de censure. Une motion de censure, si elle est votée par la majorité absolue des députés, elle permet de renverser le gouvernement, ce qui entraîne donc à ce moment-là la nomination d'un nouveau gouvernement, mais si ça paraît impossible dans l'état actuel des choses, eh bien l'organisation de nouvelles élections législatives, sachant que ces nouvelles élections législatives, elles ne peuvent pas être organisées comme ça tous les mois, sinon on passerait notre temps à voter. En l'occurrence, il peut y avoir une seule élection législative par an. Donc dans le cas d'un blocage typiquement là au mois de juillet, il faudra attendre en l'occurrence jusque juillet 2025 environ. Alors concrètement, si c'est le Rassemblement national par exemple qui obtient une majorité relative et qui donc arrive en tête le 7 juillet, il pourrait tenter de s'éviter toute menace de motion de censure en s'alliant par exemple avec d'autres partis de droite, par exemple les LR, pour pouvoir se présenter plus sereinement au gouvernement. Ça pourrait être aussi poussé par certains députés les Républicains qui pourraient se dire ok, on vous rejoint dans votre alliance en quelque sorte au gouvernement, mais on négocie pour dire non, refuser certaines mesures, etc. Bref, pour faire changer en quelque sorte la ligne du RN. Mais à l'inverse, alors c'est encore très hypothétique, et là vraiment c'est un scénario, mais des députés opposés au Rassemblement national pourraient tenter de s'allier pour former une forme de majorité capable d'arriver au gouvernement et de former en quelque sorte, avec des grosses guillemets, un gouvernement anti-RN en faisant face du coup ainsi et en s'alliant. Même question du côté du nouveau Front Populaire, s'ils ont une majorité absolue c'est très simple, mais s'ils ont une majorité relative, ils pourraient avoir besoin donc de s'allier au-delà de leur camp pour s'éviter en fait toute motion de censure qui irait les renverser. Et en fait c'est là l'élément central, le fait qu'il y a cette menace de motion de censure, donc il faut que le gouvernement qui arrive et qui est nommé par le président de la République reflète donc ce qui ressort en termes d'alliance à l'Assemblée nationale. Autrement, ce gouvernement risque de ne pas durer longtemps, et autrement ça entraînerait dans la foulée une nouvelle nomination de gouvernement, voire une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, dans le cas où ça fait déjà un an qu'on est dans cette situation. Mais à l'inverse, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si aucun groupe n'arrive à former d'alliance pour finir au gouvernement, la situation pourrait être pas mal bloquée et figée. C'est ce qui fait donc que le soir du 7 juillet, il faudra voir donc déjà qui est en tête lors de ces élections. Si c'est une majorité absolue pour un camp, ça va aller assez vite. Si c'est une majorité relative, faudra voir quand même la tendance générale, en l'occurrence qui est en tête et donc qui va essayer de négocier avec d'autres partis pour finaliser en quelque sorte sa composition au gouvernement. Pour tout vous dire, ce qui fait que c'est aussi flou, c'est que dans la 5ème République, ce n'est pas quelque chose qui a tendance à arriver. Sans faire toute l'histoire de la 5ème République et donc de notre régime actuel, pendant longtemps jusqu'au début des années 2000, on avait en général des formes d'alternance avec un coup la gauche et un coup la droite qui étaient au pouvoir. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron qui a un peu dynamité en quelque sorte la gauche et la droite, on se retrouve dans une situation un peu plus floue avec 3 blocs, surtout maintenant donc avec cette dissolution et ces nouvelles élections législatives, avec des partis qui n'ont pas forcément l'habitude de s'allier à l'Assemblée, mais qui là pourraient être potentiellement contraints de le faire s'ils veulent gouverner. Et à noter au passage qu'il y a toujours l'hypothèse qui fait beaucoup parler d'une potentielle démission d'Emmanuel Macron. Alors là-dessus, rien n'est impossible en soi, mais il a déclaré lui-même que ce n'était pas du tout quelque chose qui était sur la table. Ça paraît donc improbable aujourd'hui, même en cas de défaite de son camp lors des élections. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, parce que je pense qu'on en reparlera tellement le sujet est complexe. Rendez-vous aussi sur Instagram, vous le savez, pour plus d'actualités. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je rappelle que ce format, il est aussi disponible en version podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. Je vous laisse avec Blanche et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première info. Une pause tactique quotidienne de 11 heures dans le sud de la bande de Gaza a été annoncée par l'armée israélienne ce dimanche après des négociations avec l'ONU. Concrètement, jusqu'à nouvel ordre, l'armée israélienne s'est engagée à interrompre ses opérations militaires tous les jours de 8h à 19h sur la route qui relie le poste frontière Kerem Shalom à l'hôpital européen de Gaza.
Cet axe est très utilisé par les convois d'aide humanitaire. L'objectif de cette pause est donc de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, où la population est menacée de famine selon l'ONU, qui a d'ailleurs salué cette annonce qu'elle juge cependant insuffisante. A noter que les combats se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Rafah, la plus grande ville au sud de Gaza. Parallèlement à ça, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce lundi la dissolution de son cabinet de guerre, selon plusieurs médias israéliens. Cette cellule avait été formée suite aux attaques du Hamas le 7 octobre en Israël, et son objectif c'était de coordonner les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza. Cette dissolution du cabinet de guerre intervient quelques jours après la démission de 2 de ses membres, dont Benny Gantz, le leader de l'opposition israélienne, qui avait lancé un ultimatum le 18 mai, exigeant l'adoption d'un plan d'action pour l'après-guerre dans la bande de Gaza, faute de quoi il démissionnerait. Deuxième actu en France, des orages et des pluies intenses sont attendus cette semaine sur les 3/4 du territoire à cause notamment du phénomène de la goutte froide, c'est ce qu'a annoncé Météo France. Concrètement, il s'agit d'une poche d'air froid qui arrive sur le pays et qui entre en conflit avec des airs chauds. Selon Météo France, elle provoque un temps ultra perturbé avec des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent. Donc par exemple à Paris, il va pleuvoir jusqu'à jeudi, même chose à Toulouse ou encore en Bretagne. Alors heureusement, le temps devrait s'améliorer d'ici la semaine prochaine et l'été devrait enfin s'installer en France à partir de lundi. Troisième actu, en Nouvelle-Calédonie, ce territoire d'outre-mer français situé dans l'océan Pacifique, l'aéroport international de Nouméa, la capitale, a rouvert ce lundi. Il était fermé depuis le 14 mai en raison des fortes tensions dans l'archipel. Cette décision a été rendue possible grâce à la réouverture de la RT1, une double voie express qui est restée longtemps inaccessible à cause de nombreux barrages installés par les manifestants indépendantistes pendant les émeutes. Les émeutes qui ont d'ailleurs fait 9 morts, dont 2 gendarmes, et ont mené à l'interpellation de 1187 personnes. Par ailleurs, les élèves de primaire, collège et lycée vont reprendre progressivement les cours selon les zones et les établissements. Tous les établissements scolaires étaient fermés depuis le début de la crise. Le couvre-feu a également été reporté à 20h contre 18h jusqu'à maintenant. Quatrième actu, près de 30% des élèves de seconde en filière générale ou technologique n'ont pas trouvé de stage dans une entreprise ou une association, d'après le ministère de l'Éducation nationale. En fait, ce stage, il a été instauré par le gouvernement cette année. Il dure 2 semaines, du 17 au 28 juin, et il doit permettre aux lycéens d'approfondir leur découverte des métiers et de mieux préparer leur choix d'orientation qu'ils devront réaliser en classe de première. Le truc, c'est que beaucoup d'élèves, je vous le disais, n'ont pas réussi à trouver de stage à cause d'un manque de réseau, surtout dans les milieux ruraux, et de la concurrence entre les élèves. Les 2 semaines de stage ont en effet été placées au mois de juin, mois durant lesquels les étudiants et les alternants sont aussi en recherche. Alors les élèves qui n'ont pas trouvé de stage doivent normalement se rendre dans leur lycée pour suivre des ateliers d'orientation, mais beaucoup d'entre eux ne peuvent pas les accueillir à cause des examens du bac et du manque de personnel. Cinquième actu, le film d'animation Pixar Vice Versa 2 a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation, avec près de 295 millions de dollars au box-office mondial. C'est ce qu'a annoncé la maison mère Disney ce dimanche. Alors Vice Versa, c'est un dessin animé qui est sorti en 2015, et donc dans cette suite, l'héroïne Riley, qui est désormais ado, découvre de nouvelles émotions avec la puberté, donc l'anxiété, ennui, embarras ou encore envie. Comme pour le premier film, les studios Pixar ont fait appel à des experts en psychologie pour développer au mieux ces nouvelles émotions. Le film sort en France ce mercredi. Et enfin, dernière actu, l'équipe de France masculine de football dispute son premier match de l'Euro face à l'Autriche ce lundi soir à 21h. Il faut savoir que les Bleus n'ont jamais perdu leur premier match d'un grand tournoi depuis l'arrivée de Didier Deschamps en tant que sélectionneur, donc depuis 2012. Cependant, l'Autriche est un adversaire de taille puisque l'équipe n'a perdu qu'un seul match sur ses 16 dernières rencontres. Et avant de se quitter, je voulais souhaiter bon courage à tous les lycéens qui commencent leurs épreuves de bac à partir de ce mardi. Toute l'équipe pense à vous. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo.